à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct et pour terminer la semaine, on vous propose un peu de musique au sommaire. Aujourd'hui, découverte da Scuola di Musica Popolare, inaugurée en septembre dernier dans le quartier Saint-Jean à Ajaccio. C'est une école pas comme les autres qui bouscule les traditions pour les remettre sur le devant de la scène. C'est une initiative qui est portée par Laurence Babio et Carmin Belgodère. Ils sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Faustine, quand la musique est bonne pour le moral, mais pas que, c'est un vecteur social. Également, c'est ce que vous allez nous expliquer. Exactement, la musique, c'est bon pour les enfants, ça développe l'aspect cognitif et ça aide aussi à l'intégration. Ce ne sont pas nos invités qui vont vous contredire. Je ne pense pas prendre trop de risques. Allez, à suivre, Florian, lui, sera en immersion dans la Cité des Tortues. Et oui, il est allé visiter le site exceptionnel d'Acupulat, qui abrite 170 espèces de tortues différentes. Et je crois qu'il va se prendre de passion pour elle. L'affaire à suivre. Enfin, à 13h, justement, si vous rêvez d'avoir un bassin dans votre jardin, alors pour y mettre des tortues, des poissons, ou juste pour avoir le plaisir d'avoir une fontaine, c'est Alexandra Rispol et Denis Molinas qui seront nos invités, qui vont vous expliquer comment créer ce petit espace zen. Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors on écrit sur Facebook, vous veillez. Je veille, tout à fait. Allez, si tout le monde est prêt, c'est parti pour la dernière émission de la semaine. Laurence et Carmin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis bonjour à tous vos élèves qui vous accompagnent. On va faire connaissance. Alors Carmin, c'est un habitué des lieux. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous êtes venu accompagné de Laurence. Donc Laurence, violoniste, professeur de musique au Conservatoire d'Ajaccio. Et vous avez tous les deux décidé de créer l'école de musique populaire à Ajaccio. Alors elle a été inaugurée en septembre dernier. Quelle est la particularité de cette école ? Eh bien, cette école est basée sur plusieurs particularités, en fait, une double particularité. La première consiste qu'elle va s'appuyer, le matériel pédagogique va s'appuyer sur des éléments de tradition populaire corse au départ, et après, elle s'articule autour de plusieurs ateliers, eux-mêmes centralisés autour d'une pratique collective qui est un orchestre, qui accompagnera un chanteur ou qui va s'articuler plus tard, je l'espère, autour de la danse. Voilà. Alors, populaire dans tous les sens du terme, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont eu envie de participer au projet, mais pas que. Le choix du quartier, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard, puisque déjà c'est un quartier populaire, justement. Forcément. Et la particularité aussi de cette école, c'est que les prix sont très bas en fait. C'est du 40 € par mois, et donc ça on y tenait justement pour développer une activité musicale justement dans ce quartier. Et puis voilà, c'est d'amener aussi beaucoup de jeunes qui sont pas des héritiers, mais vraiment à faire venir beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent justement à la pratique de la musique. Donc voilà, c'est surtout ça le. Plutôt que le choisir but aussi, entre voilà, l'activité sportive ou la musique, c'est ça. Pouvoir faire les deux, rendre la musique accessible à tous, c'est ça? Voilà, c'est rendre la musique accessible à tous, absolument. Populaire au sens large. Populaire au sens large. Voilà. Alors combien il y a d'élèves aujourd'hui qui font partie du dispositif? On a une vingtaine d'élèves, donc. Il y a des ateliers de tchéte, des ateliers de guitare, ateliers de violon et aussi un atelier de polyphonie, bien sûr, où là, il y a aussi des adultes, il n'y a pas que des jeunes. Donc c'est assez mélange, c'est assez varié, donc adultes, jeunes. Donc le samedi après-midi, on les réunit justement dans le cadre de l'orchestre de musique populaire, on va dire, où on prend des chansons populaires qu'on réarrange vraiment à notre façon, parce que là, la chanson qu'on va jouer tout à l'heure, c'est vraiment avec une rythmique complètement différente. Oui, sachez-le, en fin d'émission, ils vont jouer en direct sur le plateau. Donc voilà, donc c'est un 5 temps. C'est pas difficile à chanter sur un 5 temps, et c'est des arrangements vraiment. Voilà. Je vais être obligée de prendre des cours, parce que je suis pas encore au point. 5 temps, c'est un rythme binaire, en fait, voilà, très binaire. Donc, par rapport à un 4 temps. Je vous contredis toujours pas. Donc voilà, le but c'est vraiment aussi de les réunir et de vraiment les faire jouer ensemble, parce que c'est vachement important de faire une pratique d'orchestre, parce que là tout le monde s'écoute, chacun est attentif à ce qu'il fait. Donc voilà, et ça les permet aussi d'essayer de les faire évoluer justement dans la musique. Ils n'ont pas besoin de nous, mais on peut leur donner un petit coup de main. Alors justement, je vous rassure, Carmin, vous ne les voyez pas, mais ils sont en train d'acquiescer derrière. Ça leur permet aussi de réfléchir, donc c'est très intéressant.
Alors moi j'ai envie qu'on parle de la façon dont vous avez appris la musique, tous les deux, a priori de façon très différente. Vous venez de deux univers opposés, plus classiques pour Laurence, tradition orale pour Carmin. Enfin oui, moi j'ai commencé seul, quoi. Après j'ai vraiment... je me suis donné les moyens justement d'évoluer, mais ouais, j'ai vraiment appris seul. Mon frère qui jouait, donc je jouais avec lui. Voilà. Et mes parents devenaient fous puisque. En fait, c'est vrai que pour ma part, j'ai appris la musique de façon très académique, mais en fait, c'est vrai que j'ai une famille qui elle-même est déjà musicienne, mais dont l'enracinement en fait est tout à fait, complètement populaire. Et au sein déjà de la musique classique, dite académique, enfin tout ce qu'on veut, il y a déjà des croisements en fait. Elle émane bien de quelque chose et ne serait-ce que déjà le violon, qui est déjà bien représenté ici, était présent dans les rues au XVIe siècle, dans les rues parmi les instruments avant. Donc oui, il y a toujours une confrontation entre musique savante et musique populaire, mais il y a toujours eu des croisements, il y a toujours eu des échanges, et je pense que chacune a besoin l'une de l'autre. En tout cas, l'une ne peut pas vivre sans l'autre. Et là, l'intérêt de notre projet, c'était justement, au-delà de cette confrontation, faire des croisements, croiser nos savoirs et croiser nos savoir-faire et laisser une trace, semer, à partir de ces choses-là. Et je pense que c'est relativement intéressant. En tout cas, on a vraiment un public qui est assez passionné par le travail qu'on propose, parce que ça propose quelque chose de complètement original. On sent que le point commun, c'est vraiment la passion. C'est ça. Et puis un proche aussi qui jouait de la musique, ça aide. Oui. Pour démarrer. Je ne sais pas si les élèves qui sont derrière avaient un proche. Ouais, l'environnement est extrêmement important. C'est-à-dire que plus on est environné par des éléments culturels, traditionnels, en tout cas quelque chose un environnement artistique, quel qu'il soit, ça va créer une émulation collective, une émulation vers quelque chose qui va démarrer d'un point et partir vers autre chose. Et là, c'est exactement, moi, ce que je voudrais offrir aux élèves. On part de quelque chose, mais on va vers l'inconnu. C'est ça, en fait. Et il faut être rassuré par rapport à l'inconnu. L'inconnu, il ne faut pas qu'il fasse peur. Au contraire, c'est à nous de le découvrir. C'est de très belles choses. Justement, l'objectif aussi, c'est de remettre la musique populaire, traditionnelle, au goût du jour. Est-ce qu'elle est boudée, cette musique populaire, aujourd'hui, par les jeunes ? Un peu, non ? Peut-être. Elle fait peur aussi ? Ils ne la connaissent pas. Ils la connaissent pas, voilà, ouais. Donc, telle que toi, tu la connais, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'elle a été boudée, mais on est aussi à l'époque du renouveau. C'est-à-dire que, de manière cyclique, on va tâcher d'oublier ce que nos parents nous ont appris, mais c'est pour mieux le redécouvrir plus tard. Et là, je pense qu'aussi, on s'inscrit complètement dans cette dynamique de redécouverte, parce que c'est aussi l'essence de la tradition. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose pour en faire autre chose. Et on sert à ça, quelque part. Est-ce qu'on la cristallise aussi ? Est-ce qu'on n'a pas un peu peur, justement, d'aller vers le traditionnel et d'y toucher, de se confronter à ça ? Cette sensation-là, effectivement, c'est toucher à la tradition, c'est aussi toucher à la mémoire, mais cette mémoire-là... Mais justement, il faut s'inspirer justement de la tradition pour essayer d'évoluer. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, ce que j'essaie de faire avec l'orchestre, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec la musique que je fais, moi, personnellement. Toujours l'inspiration... traditionnel, populaire. Moi, je ne sais même plus comment il faut dire. Il faut dire traditionnel, il faut dire populaire. Donc voilà, il y en a qui diront traditionnel, et il y en a qui diront populaire. Et justement, si on ne connaît pas sa culture, on ne peut pas évoluer. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Les bases. Voilà. Et c'est un point justement, d'ancrage. et dans notre musique, la musique qu'on fait à part, il y a toujours justement une influence traditionnelle méditerranéenne, parce que on est aussi dans la Méditerranée, et donc voilà, il faut aussi parler un peu d'ouverture, justement, sur la Méditerranée. Moi, ça fait quand même 30 ans que je fais un travail sur la Méditerranée. Maintenant, tout le monde parle de la Méditerranée comme si c'était... pas que moi, il y en a aussi qui l'ont fait que moi, mais donc voilà. Et le but aussi, c'est élargir sur la Méditerranée et peut-être aussi rencontrer d'autres conservatoires, parce que je sais qu'en Sardaigne, il y en a un. Pourquoi pas faire une rencontre aussi, justement... Il y a de l'envie, en tout cas. Oui, avec une école sarde,
pourquoi une école espagnole, pourquoi pas faire aussi une école algérienne, tunisienne. Il y a des choses à faire, voilà. Donc, avant de poursuivre Faudrait justement deviner. sur... déjà, on va essayer de faire avec une. Avant de poursuivre sur l'école et de donner envie peut-être à d'autres de venir vous rejoindre, on va faire une petite parenthèse. Vous n'allez pas contredire Faustine, la musique, ça crée du lien social. Exactement, la musique fait du bien, ça n'est plus à prouver et surtout, grâce à la musique, on peut aider les enfants dans plusieurs domaines. Elle peut réellement être un pont d'apprentissage et un pont social. Scientifiquement, la musique participe au développement cognitif des enfants. Elle accroît la concentration, elle participe à réduire l'anxiété, aide à gérer son stress. C'est bon, vous avez raison. Et développe tous les sens. Une étude a été réalisée à l'université de UCLA sur 25 000 enfants. La moitié du groupe a suivi 9 mois de formation hebdomadaire en piano et en chant, tout en ayant fait un test de QI avant et après la formation. Résultat, le groupe qui avait été formé au cours de musique avait augmenté de 3 points son QI et de 34%, c'est quand même énorme, les capacités en mathématiques et en lecture. Donc on l'a compris. Vous avez raison. J'espère que vous avez de bonnes notes à Regardez comme l'école. ils sont intelligents, ces jeunes. Donc oui, on l'a compris, le pouvoir de la musique va bien au-delà de la musique elle-même. La preuve, elle fait aussi effet de lien social chez les jeunes de quartiers défavorisés. Direction Los Angeles à la découverte de l'Harmony Project. Depuis plus de 10 ans, il propose des ateliers musicaux aux enfants issus de quartiers défavorisés. Mais le projet va bien au-delà de l'apprentissage musical, en fait. L'Harmony Project permet aux enfants de 3 à 18 ans de participer à un projet collectif, de s'exprimer et de se dépasser. Et depuis toutes ces années, donc à peu près 10 ans, 93% des jeunes participants ont fait des études supérieures. Donc c'est énorme. Ça donne confiance en soi, finalement. Absolument. Et la chercheuse Nina Kraus a étudié l'Harmony Project et elle relie l'apprentissage de la musique à l'apprentissage du langage. Et elle nous dit que si la musique fait partie de l'éducation générale, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'un quotidien et elle est dans un cadre social, elle a un impact durable sur les capacités de l'enfant. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord? Ah oui, absolument, complètement. Oui. C'est des choses que vous observez chez vos jeunes, ça? Et oui, parce qu'en fait, c'est une discipline qui demande une certaine capacité d'introspection, donc qui apprend aux enfants, quelque part, à mieux se connaître. Voilà, c'est un auto-apprentissage, quelque part. On ne fait pas que donner des éléments de tradition. Non, c'est quelque chose qu'on peut manipuler. Il y a un côté expérimental. C'est aussi notre travail d'apporter ce désir d'expérimenter, en fait, avec quelque chose qui est connu. Voilà, c'est un peu Donc l'envie et la toute base de curiosité. construction. Ouais. Ouais. Alors, Oui, pardon. Allez-y. Ce projet, en fait, et je trouve que c'est très intéressant. C'est la passion, donc. Et ça part de la passion, bien probablement. Ce projet, c'est intéressant, en fait, ne nous vient pas des États-Unis. Cette idée d'école un peu sociale, peut-être que vous la connaissez, cette école, hein, elle nous vient du Venezuela. Ah oui. C'est un certain José Antonio Abreu qui a créé en 1975 El System, une utopie musicale et sociale mêlant enfants défavorisés et ou venant de zones rurales un peu éloignées. Et l'idée, c'était de créer un contexte d'apprentissage de la musique, mais là encore, ça ne suffisait pas. C'est aussi les extraire de leurs conditions et leur montrer que quelque chose d'autre est possible. Le postulat de départ d'Abreu, en fait, c'était que chaque jeune dans le pays devrait participer à un projet collectif. Donc il y a aussi l'identité, et c'est quand même assez important, l'idée de représenter l'identité vénézuélienne et de faire de la musique une source d'emploi. L'organisation, tenez-vous bien, recueille aujourd'hui 900 000 jeunes. C'est énorme, dans tout le pays, 1700 orchestres et 10 000 professeurs. Et avec le succès d'El System, il y a plein de ramifications qui se sont créées. La musique dans les prisons, la musique pour les enfants malades. Le modèle s'est développé dans le monde entier, dans plus de 35 pays, pour réduire la marginalité et la pauvreté. Juste pour... C'est une très très belle initiative. Ça ressemble un peu à ce que vous avez essayé de, Oui, de faire ici à Ajaccio. c'est exactement, dans le c'est cadre des exactement. enfants. pareil. En Voilà. plus, bon, moi, si vous voulez, j'ai la chance
de participer à des cours de polyphonie, justement, dans un centre de formation de la CA, hein, puisque c'est Léon Luchan, à l'époque, qui m'avait demandé. Donc j'ai 35 jeunes parce que on aimerait faire je sais pas comment expliquer ça, un truc, la musique et le sport de haut niveau. Et ça, c'est un travail intéressant. Donc moi, ces jeunes, je leur apprends justement, je leur apprends la polyphonie, beaucoup de choses relatives à la musique, je les fais chanter. Il y a beaucoup de transversalité. Donc. On peut mettre la musique partout finalement. Et quand ces jeunes rentrent sur un terrain, j'espère qu'ils auront l'envie de justement d'avoir cette motivation du travail que fait déjà le club par rapport à ces jeunes. Et j'espère que ces jeunes, on croise les doigts. Leur rendront. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant justement, c'est le truc entre la musique et le sport de haut niveau. Ça, c'est un travail intéressant à faire. Et j'aimerais bien le développer ce projet. Il a plein de projets. Hein. Il va falloir le suivre. En tout cas, merci beaucoup pour cette jolie initiative. Et évidemment, la musique, c'est bon pour le moral. Allez, à suivre, direction la sortie d'Ajaccio. Lentement mais sûrement, Florian s'est dirigé vers le parc d'Acupulat pour découvrir le monde mystérieux des tortues. Et il semble déjà conquis. On le suit. Chers amis, bienvenue dans le plus grand parc à tortues d'Europe. Non, nous n'allons pas rencontrer Christophe Willem, mais avec ses 2,5 hectares, Acupulat, situé près d'Ajaccio, nous accueille aujourd'hui pour découvrir différentes sortes de tortues venues du monde entier. Ah, je vous sens bien plus curieux d'un coup. Allez, on y va. Alors, nous allons rencontrer de suite Jean-Sébastien, qui est soigneur animalier. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. En forme? Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a une belle tortue, hein? Oui, alors c'est une tortue des Galapagos, Oui. qui a à peu près 80 ans et qui pèse à peu près 150 kilos. J'ai le doigt qui a failli partir. Non, elle a eu plus peur qu'autre chose en fait. Il est assez grand, hein, ce parc. Il est grand, il fait quand même 2,5 hectares. Donc, Ouais. Et vous accueillez à peu près combien de personnes par saison? ça dépend les années, mais en moyenne, c'est entre 65 et 70 000 visiteurs. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ouais. Ça fait du monde qui s'intéresse aux tortues. Et vous regroupez combien de sortes de On a tortues? à peu près 170 espèces. Qui viennent d'où à peu près? De tous les continents. Afrique, Asie, Amérique. Les pays très froids, il n'y a pas de tortues, mais par contre, les pays climat tempéré ou chaud, on a des animaux. Alors là, qu'est-ce qu'on a là comme sorte de tortue? Alors là, on a une espèce qui vient de Madagascar, qu'on appelle la tortue rayonnée de Madagascar, et une soixantaine d'individus quand même. On a de la reproduction régulière chaque année. Ah, elle est marrante celle-ci. Ça, c'est une tortue à cou de serpent. Ah ben on dirait vraiment un serpent, on dirait Voilà. vraiment un Elle reptile. a un cou très long. Donc elle est carnivore. La plupart des espèces aquatiques sont carnivores. Il faut pas mettre le doigt. Il ne faut pas mettre le doigt, non. Après, on a la tortue alligator qui, elle, quand même, Ah, elle est plus grosse. est beaucoup plus grosse. Ah ouais. Non, on n'est plus dans la petite tortue là. Hein. Non, là, celle-là, elle fait 60 kilos, un peu plus d'1,20 m de longueur, donc c'est déjà une belle bête. Bestiaux. Et elle est moins sympa que notre Elle ami est qu'on moins a sympa. croisé tout à l'heure, hein, quand même. Rien que les yeux là. Ouais. Bon. On se croirait presque dans Jurassic Park, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de soigneurs, de soigneurs animaliers au sein du parc. On est 3. Vous êtes 3. On n'est que 3. Ouais. Ah oui, pour 170 espèces. Oui, pour 3000 animaux, on est 3. On les soigne, on leur donne à manger, il y a un suivi au niveau des pontes, il y a un suivi scientifique pour certaines espèces. Allez, ma cocotte, tiens, mange, mange. De la salade, de la laitue. Ah, elle veut pas, hein. T'as pas moyen. Donc là, on va essayer de trouver une tortue d'Hermann. Alors, bon, elle, c'est un peu la star du parc. Hein. Voilà, ça c'est la tortue qu'on trouve en Corse. C'est celle que je trouve dans mon jardin. Voilà. Et alors, ma cocotte? Hein? Vous voyez, quand il y a les incendies l'été, c'est elles qui en pâtissent le plus. Hein. Ça peut être une espèce en voie de disparition, la tortue, ou pas du tout? Elles sont protégées, en tout cas. Voilà, en fait, maintenant, la plupart des espèces sont protégées et il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. Bon, Jean-Sébastien, merci beaucoup Je vous en prie. pour cette visite. On a appris plein de choses. Et puis, je repars pas les mains vides. Voilà. Pour les proches, pour les amis. À bientôt. À une prochaine fois. Allez, au revoir, merci.
Bon, vous l'avez compris, hein, donc c'est une activité très sympathique à faire avec vos enfants, avec vos amis, avec qui vous voulez. Pour plus d'informations, rendez-vous en bas de la page sur le site internet Akupulaat. Et puis, surtout, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bye. Je ne commenterai donc pas cette chute de sujet. Merci Florian. En tout cas, allez à suivre. Elle fait son grand retour. Elle a l'air angélique, mais en réalité, c'est un petit diable. Surtout, elle balance sur les événements qui ont eu lieu au mois de mai dans l'Open Space. C'est notre vieille Davia Bourgeois. Bonjour ma vieille. Bonjour Célia. Bonjour ma vieille. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdo. Tant d'événements importants ces jours passés. Julie Lescaut qui défend une paillote ou encore les anniversaires de Célia Petrogne, Sigmund Freud, Janet Jackson ou mon anniversaire. Voilà. C'est ainsi que cette semaine, Célia, je me suis penchée sur le syndrome d'anniversaire. Le syndrome d'anniversaire, ce n'est pas le fait d'être un peu contrarié, hein, Célia, d'avoir un an de plus et d'être totalement dépourvu face au temps qui passe et à notre tragique et funeste destin d'être humain. Non, ce syndrome, tout le monde peut en souffrir et ce n'est pas contagieux, inutile donc de courir encore une fois chez nos amis d'SOS Médecins. Le syndrome d'anniversaire, en voici donc la définition d'Anne-Ancelin Schunzenberger. Répéter les mêmes faits, les dates ou les âges qui ont construit le roman familial de notre lignée est une manière pour nous d'être fidèles à nos ancêtres, une façon de poursuivre la tradition familiale et de vivre en conformité avec elle. Oui, alors je vous entends déjà, Célia, personne ne comprend rien, mais que raconte-t-elle encore une fois? C'est très simple, écoutez. Pour résumer, si l'on ne se penche pas sur les névroses de nos ancêtres, eh bien, nous hériterons de ce bagage névrotique. Il n'y a pas forcément que les grands traumas qui se transmettent de génération en génération. Il y a aussi les mauvaises habitudes du quotidien. Et le travail, puisque l'on y passe une bonne partie de sa vie, permettent de nombreuses études psychologiques. Votre collègue, par exemple, qui se la raconte un peu dans les couloirs, mais qui ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Non, non. Les collègues qui se mettent dans des fureurs noires pour finalement pas grand-chose. Et les collègues qui vous racontent leur vie en long, en large et en travers. Vous connaissez tous les détails. Vous connaissez tout d'ailleurs de ses dernières vacances, de la gastro du petit dernier. Vous connaissez même le taux d'intérêt de son crédit immobilier. Il y a également la collègue qui ne se répand jamais et se limite à un « salut ». Et les collègues qui jouent les psys en essayant de comprendre les comportements des uns et des autres tout en se moquant un petit peu quand même. C'est ainsi que toute l'équipe d'INSEM et moi-même vous conseillons de percer le mystère de vos déséquilibres qui sont en quelque sorte des habitudes héritées, comme nous en parlions à l'instant. En revanche, comme le soulignait Jacques Lacan, que nous convoquerons pour refermer cette chronique, la psychanalyse est, disait-il, un remède contre l'ignorance, mais hélas, elle est sans effet sur la connerie. Merci Célia, merci à tous et à vendredi prochain. C'est pas grave, à vendredi prochain, merci beaucoup David. Allez, on rappelle, Scuola di Musica Popolare qui a été inaugurée en septembre dernier. Laurence et Carmin, accompagnés des élèves, sont venus nous parler de cette belle initiative. Par exemple, moi, qui n'ai aucune notion de musique, je partirais vraiment de zéro. Est-ce que j'aurais ma place dans l'école ou il faudrait que je fasse un petit cours de rattrapage avant? Non, on accepte tout le monde et ce qui est intéressant en fait, c'est justement l'apprentissage de la musique par tradition orale. On est vraiment pas dans le solfège, là on est vraiment open, donc ouais, tout le monde. Au grand désespoir de Laurence, pas forcément. Absolument pas du pas, tout. Non, au contraire. En fait, l'intérêt aussi, c'est d'apporter quelque chose. Enfin, c'est aussi que l'élève apporte sa propre personne, en fait, et qu'on va construire à partir de sa personnalité. C'est-à-dire que, voilà, on va pouvoir considérer ce qu'on va faire. Alors, on voit qu'il y a plein d'instruments sur le plateau. Ça, c'est plutôt traditionnel. C'est Carmin, etc. Le violon, oui. C'est plutôt Laurence. On voit les enfants qui sont, j'allais dire, avec leurs instruments. Allez, un petit mot rapidement. Comment tu as découvert, toi, la musique? Comment tu as appris? Alors déjà, quand j'étais enfant, mes parents me chantaient, me passaient en boucle des musiques. Donc c'est un peu grâce à eux que j'ai appris. Après, j'ai commencé à prendre des cours comme de l'éducation musicale pour les enfants, que ça s'appelle l'éveil musical. C'est les bases de la musique. Et ça m'a donné encore plus envie. Dès qu'on commence quelque chose, et bien on a envie de plus approfondir. Et moi, je trouve que la musique, c'est comme une force, mais qui est invisible, mais qu'on peut entendre, par exemple. Mais ça peut nous faire ressentir des sentiments,
Comme quand on écoute quelqu'un chanter, des fois on pleure. C'est ça, pour toi la musique. C'est très joliment dit. Ce que je vous propose de faire, c'est de se passer de commentaires et de vous mettre en place pour terminer l'émission en musique. Pour la petite histoire, on va les retrouver en concert. Ce sera le 26 juin prochain. Le 27 juin, pardon, prochain. Allez, je vous laisse vous mettre tranquillement en place. Simplement le temps de vous rappeler que nous, on va se retrouver juste après le flash de 13h pour parler des bassins et jardins zen. Tout de suite, c'est à vous. Donc vous vous mettez en cercle comme tout à l'heure, vite. Là. Comme ça. Allez, reculez-vous. Voilà. Chi rinfresca la montagna